Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Donjon et espion. Espion au Moyen-Âge. Qui est cet étrange personnage qui épie ce qui se fait, qui écoute ce qui se dit? Qui est cet espie, cet éclaireur, ce coureur, ce guetteur au moment d'engager une guerre? L'une des armes les plus puissantes, peut-être davantage que le trébuchet, le couillard ou la masse d'armes, est l'art d'obtenir des renseignements. C'est alors qu'agit l'espion. Il entend tous les secrets, il s'entend avec l'ennemi. Il est donc un héros de la guerre de 100 ans. Valérie Toureille, bonjour. Bonjour. Parler d'espion est toujours extrêmement compliqué. Par définition, l'espion doit être secret, ne doit pas laisser de traces, doit être invisible. Dès lors, l'historienne qui réfléchit à ce sujet est confrontée au problème des sources. Mais les historiens, les historiennes sont des gens rusés, malins, des enquêteurs. De quelles sources disposons-nous pour travailler sur les espions au Moyen-Âge ? On a des sources de la pratique, quelques pièces judiciaires qui témoignent justement de l'échec de ces missions d'espionnage. On a aussi quelques sources théoriques qui évoquent le rôle que doivent tenir désormais les espions dans le dispositif militaire et plus largement politique. Alors il y a aussi des comptabilités qui évoquent ces messagers auxquels on confie des choses secrètes, disons, où on les envoie dans des lieux secrets. Donc c'est par ces périphrases qu'on arrive à retrouver la trace de ces hommes. C'est vrai que par construction, ils sont censés ne pas en laisser. Et puis, dans ce que vous venez d'évoquer, notamment sur la comptabilité, il n'est pas prestigieux dans la narration d'un combat de dire que le succès est dû aux espions. C'est vrai, c'est quelque chose que l'on met souvent de côté. Ça joue aussi. Ce n'est pas bon de dire que tout cela est dû au travail des espions. Tout est caché. C'est vrai, c'est ce qu'on a reproché à Du Guesclin, qui n'a pas hésité à se travestir pour entrer dans certaines places. C'est une pratique d'ailleurs qu'on va retrouver à différents moments de la guerre de 100 ans. Mais c'est vrai que c'est un peu contraire à l'éthique chevaleresque, à l'honneur, qui veut que les choses soient ouvertes et claires et se fassent à la vue de tous. Et puis, vous l'avez dit, ce que nous avons comme source, bien souvent, c'est quand l'espion a échoué. Nous connaissons bien les mauvais espions, en fait, en tout cas, ceux qui ont été dévoilés. Rudy Bolland, bonjour. Bonjour. Justement, vous avez travaillé sur les sources judiciaires. Ces sources judiciaires nous donnent des éléments pour saisir un peu, alors peut-être pas l'ampleur de ce qu'était l'espionnage, ce sont des cas particuliers. Que disent-elles en fait? C'est à quel moment que l'espion surgit? C'est le traître? Alors l'espion, oui, avec la redécouverte du droit romain dans la seconde moitié du XIIe siècle, on va rapidement l'assimiler au traître et donc on va le juger comme tel. Après, on a une procédure un peu extraordinaire qui se met en place quand on a un espion qui est arrêté. Pourquoi? Eh bien simplement parce qu'il y a peut-être un danger imminent, par exemple pour la ville ou pour le territoire dans son ensemble. Donc il importe en fait de mener une procédure rapide qui passe souvent d'ailleurs par la torture. Et oui. Donc ces sources judiciaires, effectivement, elles sont particulièrement intéressantes dans les informations détaillées qu'elles donnent, par exemple, du contenu de la mission de l'espion. Oui, parce que vous venez de le dire, c'est vrai qu'il y a une urgence. Faire un travail sur le passé, c'est prendre beaucoup de recul, mais se replonger sur le moment même quand l'espion est saisi, c'est urgent. C'est en période de guerre extrêmement important de savoir ce qu'il en est. Justement, nous parlons de la guerre de 100 ans. Petit rappel des faits. Bonsoir. La France coupée en deux. Tel est le désolant spectacle sur lequel s'ouvre notre journal en cette année 1422. Au nord, la zone occupée par les Anglais, les vainqueurs de la bataille d'Azincourt. Au sud, la zone libre où, réfugié à Poitiers, le dauphin Charles prétend prendre le titre de roi de France, titre que réclame Henri VI d'Angleterre. La France coupée en deux territorialement, la France l'est aussi politiquement. La guerre civile divise également les Français entre les Armagnacs et les Bourguignons, dont les factions rivalisent d'horreur dans les massacres en série. On assassine Louis d'Orléans, un Armagnac, puis son rival, Jean sans peur, un Bourguignon. Voilà la situation alors que vient de mourir Charles VI, le roi fol. Avec la mort de Charles VI, le royaume de France revient théoriquement aux Anglais.
Voilà, la guerre civile bourguignon-Armagnac, présentée sous forme de journal télévisé sur FR3. C'était en 1981. Valérie Toureille, vous êtes professeure à l'université CI, Cergy, Paris. Vous êtes l'auteur de Crimes et châtiments au Moyen-Âge, publié au Seuil, et Jeanne d'Arc chez Perrin. Vous connaissez bien cette période, ça va, le petit résumé donne l'état des lieux de manière succincte. Cette guerre de 100 ans est une guerre complexe. En quoi elle est importante du point de vue de l'espionnage ? L'espionnage, c'est presque né avec la guerre, on le sait bien, dès l'Antiquité, nous pourrions parler d'espionnage, sans souci. Qu'a de particulier l'espionnage pendant la guerre de 100 ans ? Et encore, j'utilise le mot espionnage, vous pouvez me corriger. Non, il est justifié d'utiliser le terme d'espionnage, même si bien sûr le mot n'existe pas, l'institution non plus. Pour autant, la guerre de 100 ans et avec elle, la guerre civile va donner une importance croissante à l'information. Vous l'évoquez tout à l'heure, il y a une sorte de dynamique de l'information, il faut réagir très vite. On voit justement que toutes les opérations militaires, ou presque, parce que les chroniques en témoignent un tout petit peu quand même. On parle de chevaucheurs, on parle de messagers, on parle de héros, s'enquièrent du camp adverse, repèrent le territoire. Donc, ce sont des choses qu'on mesure bien. Et puis, la guerre civile va faire naître, en particulier dans les villes, avec ce sentiment obsidional, cette angoisse que la ville tombe, que la ville soit assiégée, la nécessité de surveiller, d'écouter, d'observer et d'envoyer aussi les espions hors les murs pour voir soit des bandes armées qui rôderaient autour ou des manœuvres qui pourraient entraîner la perte de la ville. Le fait que ce soit une guerre civile, d'ailleurs, favorise peut-être la crainte des espions. Je ne dis pas qu'il y ait beaucoup d'espions, mais la crainte, parce que quand il s'agit de deux pays complètement différents qui ne parlent pas la même langue, on pourrait identifier facilement un espion, quoique. Mais quand il est question d'une guerre civile, tout le monde est potentiellement espion. C'est ça aussi, il y a une paranoïa de l'espionnage. C'est vrai, quoi qu'il en soit, même quand les langues sont diverses, les Anglais savent très bien retourner les Français pour en faire des espions à la cour du roi ou ailleurs. Donc c'est vrai que on repère difficilement ces espions. J'ai l'exemple comme ça d'un homme qui avait été justement recruté parce que on dit il parle la langue de Bourgogne. Donc ce sont des Français qui vont le dépêcher pour faire des repérages sur le territoire bourguignon. Donc la langue a une importance. Mais enfin on peut retourner qui on veut à des fins d'espionnage. Voilà, et puis justement, dans cette réflexion sur l'espionnage, nous parlons de cette guerre de 100 ans. Le contexte de guerre, évidemment, favorise l'espionnage parce que, au moment de parler des espions, il faut évoquer le fait que tout est espionnage, vous l'avez bien dit. En fait, c'est la recherche d'informations, de renseignements. Ça peut prendre toute forme possible, cet espionnage. L'espionnage de guerre, l'espionnage hors de la guerre aussi. Comment arrive-t-on à saisir, en tant qu'historienne, Valérie Toureille, ces différentes formes d'espionnage? C'est très complexe en fait. Juste la communication d'informations suffit pour parler d'espionnage? Vous avez tout à fait raison. Les ambassades que l'on envoie dans la cour ennemie peuvent très bien rapporter des informations auprès de leur roi. Donc c'est vrai que la limite, elle est ténue. La limite est ténue et nous retrouvons l'évocation justement de ces espions à la cour dans les écrits de la guerre de 100 ans, même peut-être un petit peu avant. Le métier subtil de l'espion est un jeu d'échecs qui sait prendre subtilement mat son adversaire. La 4e règle que doit suivre un chef de guerre est une nécessité pour qui veut la victoire. C'est à savoir que le capitaine doit consacrer le tiers de ses finances dans l'emploi d'espions, de toutes sortes mais loyaux. Si cette règle est suivie à la lettre, les ennemis ne sauront se sauvegarder et ne seront aussi puissants. Alors le capitaine, avec ses chevaliers, peut espérer une bonne conclusion à sa vaillante entreprise. Il est indispensable que le rapport de ton espion soit fait si secrètement qu'aucune mention ne doit être entendue au sein de la cour royale, afin que les espions de tes ennemis, qui sont ou doivent être, si ton ennemi est sage, dans ta propre cour, conversant les uns avec les autres, ne puissent connaître les deux susdits espions et ne puissent être informés de leur rapport.
Philippe de Mézières, le songe du Viel pèlerin, c'est à la fin du XIVe siècle, une lecture dans le cours de l'histoire sur France Culture de Pierre-Marie Baudouin. Valérie Toureille, très intéressant parce que avec Philippe de Mézières, nous sommes face à un homme de guerre qui écrit et qui exprime, mais la nécessité, alors là en tant qu'homme de guerre, de réfléchir à l'importance majeure de collecter l'information. Tout à fait. On ne consacre pas, malheureusement, malheureusement ou heureusement, je n'ai pas à juger, un tiers des finances de la guerre à l'emploi des espions. Quoi qu'on en dise, c'est vrai que c'est essentiel. On doit connaître le terrain sur lequel on avance. Il ne faut pas oublier qu'au Moyen-Âge, on n'a pas de carte. Ça nous paraît accessoire. Or, pour conduire une armée, c'est un élément essentiel. Alors, il y a ça, il y a aussi la connaissance, évidemment, des positions de l'adversaire. Ce qui est fascinant chez Philippe de Mézières, c'est sa modernité. Bien avant Machiavel, il dit, au fond, le roi le mieux servi sera celui qui utilisera ses espions, celui qui vaincra sera le premier informé. Donc on a bien conscience à ce moment-là, et puis Philippe de Mézières a beaucoup voyagé, que la maîtrise de l'information est primordiale. Oui, la maîtrise de l'information est primordiale et vous les avez rencontrés, ces espions, Rudy Bolland, quand vous avez étudié la criminalité et la justice à Dijon au XVe siècle. Justement, ces espions que nous évoquons, ceux qui viennent chercher des renseignements, ils sont clairement identifiés. Oui, tout à fait. Alors dans la ville de Dijon, en tout cas, on a identifié ceux qu'on a arrêtés. Oui, déjà, je peux le dire. C'est toujours la question. C'est toujours le problème, c'est que pour un qui a été arrêté, combien ont pu poursuivre éventuellement leur mission, ça on ne le sait pas. Mais effectivement, et on constate d'ailleurs avec grand intérêt que les profils de l'espion sont très variés. Il n'y a pas un profil type de l'espion à la fin du Moyen-Âge, comme l'écrit d'ailleurs Benoît Lettenay notamment. L'espion, ça va être un marchand, ça va être un religieux. Pourquoi ? Déjà parce que ce sont deux catégories de personnes qui circulent, qui voyagent régulièrement, qui se déplacent beaucoup, et que par conséquent, on est peut-être moins susceptible de soupçonner. Néanmoins, certains vont quand même faire l'objet d'arrestations ou autres. Je pense par exemple au moine Étienne Charlot en 1424, qui a été espionné du côté de Lyon et du Mâconnais, qui était à l'origine un moine franciscain, enfin un frère franciscain, du Mont Beuvray. Qui est espion ? Ça, c'est la bonne question. Et vous l'avez dit, tout le monde peut être espion. Donc, il y a des religieux, il y a des marchands. Malgré tout, pour être espion, il y a l'idée de circulation. Moi, nous marchands circulent, ou pour celui qui est en place, est en contact avec l'extérieur. Dans ces espions que vous avez pu croiser dans la justice à Dijon au XVe siècle, quels sont les profils ? Ou y a-t-il un profil type ? Ou pas du tout ? Non, il y a encore une fois, il y a vraiment pas de profil type, que ce soit à Dijon ou ailleurs d'ailleurs. À Dijon, par exemple, il y a un cas d'un mercier, donc d'un marchand qui est arrêté en fait dans la ville de Dijon. On a le cas également d'un trompette. D'un sergent trompette, qui était originaire de Champagne, de Cézanne précisément, et qui s'est fait arrêter également dans la ville. De la même manière, on sait que la ville de Mâcon, par exemple, elle emploie également d'autres gens de métier, ce qu'on appelle des gens de métier, comme par exemple des bouchers, pour aller ce que l'on appelle verdoyer à la campagne, donc rechercher en fait les troupes armagnacs en l'occurrence, les identifier leur chef, etc. Et surtout examiner leur déplacement. Les espions au Moyen-Âge dans ce contexte très particulier, celui de la guerre de 100 ans. Puisque ma fille le désire, je vais vous conter l'histoire de nos faits d'armes. Une formidable bêtise. Formidable désordre de toute la chevalerie, devant une vermine embusquée tirant des flèches autant que de grêle au mois de mars. Nous étions tous affamés d'or, ne pensant qu'aux rançons et chargeant autant par cupidité que par vanité. Piétinant nos arbalétriers et nos hommes de troupe pour mieux nous faire culbuter dans les fossés où nos chevaux s'éventraient. Ce fut le triomphe des coupes-jarrets. Pas un Anglais, tu entends? Je n'ai pas blessé un seul Anglais. Mais des Génois et des Français. Mon frère, lui, n'a pas chargé. Il est resté seul au milieu du champ de bataille, immobile sur son cheval, les mouches s'agglutinant autour. Des mouches. C'est parce que ton frère est un couard. Et qu'à chaque bataille, ses assassins se relâchent. Alors les Anglais ont surgi, ils étaient 30. Voilà. Ton frère, flanqué du seigneur de Cortemare,
devait faire pour eux une proie plus savoureuse. Il n'y a pas eu de fait d'armes. Le roi lui-même s'est enfui. Et ce roi, c'est Philippe de Valois à la bataille de Crécy en 1346 dans La Passion Béatrice, le film de Bertrand Tavernier en 1987 avec Bernard-Pierre Donadieu. Justement, Valérie Toureille, là nous l'entendons, une évocation de bataille par le chef de guerre mais qui est déçu parce qu'il n'y a pas eu de fait d'armes, le roi s'est enfui et puis certains ne combattaient pas. Mais bien sûr, l'espion est dévalorisé, il faut le dire. L'espion n'est pas quelqu'un qui est mis en avant, c'est plutôt du côté du traître et du brigand que l'on doit situer l'espion. Oui, alors si on prend l'exemple de Crécy, en plus on peut se demander si celui qui justement va indiquer à l'armée anglaise le passage du gué qui va permettre aux armées, enfin à l'armée anglaise de traverser la Somme est un traître ou non. Là encore, la frontière est poreuse entre l'espion et le traître. Si on considère que les héros traversant les lignes ennemies peuvent ramener parfois quelques informations, qu'en est-il du traître à proprement dit? Est-ce celui qui a échoué ou est-ce celui qui a trahi son camp initial? C'est assez difficile de trancher. Oui, c'est très compliqué de parler de ces espions au sens où ils ont plusieurs possibilité d'appartenance, que ce soit au monde des marchands, nous l'avons dit, que ce soit au monde du clergé. Valérie Toureille, tout le monde peut être espion. Ce sont des circonstances qui fait que, on devient espion, mais au regard de quelqu'un. C'est un monde extrêmement compliqué, en fait, saisir celui de l'espionnage. On évoquait tout à l'heure Philippe de Mézières, lui, il explique comment recruter le bon espion. Et donc, il doit être loyal. Il vaut mieux le prendre dans son camp que de prendre quelqu'un qu'on a retourné, parce que quelqu'un qui a déjà trahi peut retrahir. Il faut qu'il ne soit ni trop riche, ni trop pauvre. Donc, au-delà, effectivement, dans les sources de la pratique, on a un éventail très très large. Dans ceux qu'on rencontre parmi les espions, on trouve aussi pas mal de lépreux. Peut-être parce que leurs longues robes, comme les pèlerins, permettent des fois de cacher aussi des armes, parce qu'on les approche peu aussi, et puis les femmes dont il faut parler, sans doute parce que on ne se méfie pas d'elles et qu'on les laisse, vagabonder sur les routes. Quoi qu'il en soit, malheureusement, certaines se sont retrouvées capturées par le camp ennemi. Justement, que risque un espion, Rudy Bolland, quand il se fait prendre? Alors un espion, justement, on en discutait tout à l'heure, l'espion, la peine maximale qu'il va encourir pour la trahir, puisque son crime va être qualifié de trahison, c'est la peine capitale. C'est une peine capitale qui implique un rituel en fait assez long même et assez exceptionnel, puisque le condamné est traîné dans la ville avant d'être exécuté par décapitation sur l'échafaud, puis la tête va être placée sur une pique, tandis que le reste du corps va être écartelé et que les bras et les jambes vont être exposés aux principales portes de la ville. Néanmoins, dans d'autres sources, notamment les sources comptables par exemple, on remarque que certains espions bénéficient de davantage d'indulgence. Alors est-ce que c'est parce que l'on n'a pas réussi à suffisamment prouver le caractère d'espionnage? Est-ce que c'est en raison de la jeunesse parfois de la personne, quand il s'agit de ce que l'on appelle nous aujourd'hui un adolescent? Parfois ça peut être une simple amende, une peine corporelle ou un bannissement. Mais lorsque le cas d'espionnage est véritablement avéré, c'est plutôt cette peine capitale qui est infligée. Oui, ça se passe plutôt mal, c'est vrai. Bon, vaut mieux être écartelé après la décapitation, c'est absolument terrible. Mais justement, dans la justice médiévale, avec une justice extrêmement ordonnée, et il faut le rappeler, le cas d'espionnage est-il pris en compte en tant que tel? Parce que nous parlons sans cesse, depuis que nous avons commencé, de trahison, éventuellement de brigandage. Est-ce que vraiment l'idée d'espion est quelque chose d'identifié? Alors, au XVe siècle, dans les quelques procès qu'on a à Dijon, on a le terme d'espie qui est bien déterminé, qui est bien défini, et qui apparaît donc dans les sources judiciaires échevinales. Donc on a ce terme d'espie qui finalement va faire que la personne va être condamnée. Après, il faut faire attention avec ce terme d'espie ou d'espieur, parce qu'il peut simplement renvoyer aussi d'autres fois davantage à un brigand ou à une personne qui en a simplement guetté une autre sur un chemin pour s'en prendre à elle, parfois par vengeance ou par simple embuscade. Donc il ne faut pas tout assimiler nécessairement à l'espionnage. E-S-P-I-E, espie, Valérie Toureille.
Justement, la difficulté, c'est de saisir l'incrimination. C'est-à-dire qu'en fait, on les exécute comme espions, mais l'incrimination, c'est celle de la trahison. Exactement. Et la trahison, moi j'en ai vu un certain nombre, peut même être assortie, on coupe le point ou les 2 points. Mais les espions sont parfois simplement noyés ou pendus. C'est-à-dire que tout ce qui se joue là dans le procès, c'est la question de l'incrimination. Il n'y a pas d'incrimination d'espionnage, mais par contre de trahison, oui. Alors pour ce qui est des espieurs de chemin, ce qu'on appelle des espieurs et guetteurs de chemin, là on a affaire à un registre complètement différent, que je connais un peu, c'est-à-dire que là on a affaire à de la criminalité, à la grande criminalité. Oui, c'est ça, c'est de la criminalité, mais vous l'avez dit avec justesse, et c'est toujours très dur aujourd'hui de se plonger dans cet imaginaire du Moyen-Âge. Il n'y avait pas de carte. Arriver, quand on est chef de guerre dans un terrain qu'on ne connaît pas, c'est très compliqué. Malgré tout, il faut bien souligner combien les renseignements circulaient au Moyen-Âge. Valérie Toureille, là aussi, extrêmement difficile à saisir la circulation, mais nous le sentons bien. S'il y a des troupes qui se déplacent, c'est bien que le terrain est connu, qu'il y a des contacts qui sont noués. C'est le cas pendant la guerre de 100 ans ? Oui, l'information circule tout le temps. Alors, on l'évoquait tout à l'heure pour la préparation des opérations militaires. Ces informations sont déterminantes pour ce qui relève de la tactique. Au-delà, et là je parle des informations au sens large, pour prendre l'exemple de Jeanne d'Arc, lorsque elle se déplace pour venir à Chinon, bien avant qu'elle arrive à Orléans, on voit bien que l'information circule très vite. On imagine que de port en port sur la Loire, les bateliers diffusent ces informations. De la Lorraine lointaine, elle sait ce qui se passe à Orléans. Donc c'est quelque chose d'extrêmement difficile à nous de mesurer ces flux, mais ils sont là, c'est évident. Et il faut bien imaginer que ces routes médiévales, eh bien voient transiter des pèlerins, des marchands, toutes sortes de gens qui apportent avec eux effectivement l'information. Peut-être même sans le vouloir. Ils ne sont pas espions volontairement, ils apportent juste une information. Valérie Toureille, je rappelle, vous avez écrit Jeanne d'Arc publié chez Perrin. Qu'est-ce que vous faites, sire ? Je vais à la chasse, il va bien falloir manger. France Culture. Ça, c'est pas une bonne idée, hein ? C'est comme ça, hein. Le corps à cul, sire. Le cours de l'histoire. Vous voyez ? Même le voleur, il est d'accord avec moi ? Oui, alors non, je suis pas voleur. Ça, c'est une question de point de vue. Non, je crois pas. Xavier Mauduit. Pourtant, un espion, ça fouine, ça escolte et ça filoche les gens en douce. Puis ça pèlefre les indices et ça désloge les bougres quand ils sont pris sur le vif. Alors moi, je vois pas trop la différence entre un botte en courroie et une balancette. Voilà, l'association des fabliaux de Barat qui évoque les espions. Dans le cours de l'histoire, histoire d'espions, donjons et espions épiés au Moyen-Âge, avec cette réflexion autour de la circulation de l'information. Et au moment de poser la question de l'information, nous parlons des espions, mais pas seulement. Valérie Toureille, un ambassadeur en puissance est un espion. Il y a cette circulation aussi d'informations. Alors je ne peux pas dire de manière officielle, mais l'ambassadeur est espion. Oui, on retrouve d'ailleurs dans les traités des théoriciens et jusqu'à Philippe de Comines cette mise en garde. Méfiez-vous des ambassadeurs, surveillez vos ambassadeurs. Et au fond, le roi vit avec la conscience qu'il y a des espions dans sa cour, comme il envoie des espions dans la cour de son adversaire. Donc on vit avec cette connaissance de l'espionnage permanent, d'une certaine manière. Et puis, quand il est question de la guerre de 100 ans, nous évoquons les Armagnacs, les Bourguignons, la Bourgogne, par sa géographie, et puis par l'étendue de la Bourgogne qui dépasse la Bourgogne actuelle, telle que nous la connaissons sous forme de région, est un véritable carrefour commercial. Et dans ce carrefour commercial, Rudy Bolland, vous avez énormément de gens qui passent et dès lors, énormément de méfiance sur les espions potentiels. Oui, exactement. C'est d'ailleurs ce qu'on disait tout à l'heure. Le contexte de guerre civile renforce ce caractère de méfiance aussi au sein de la société. À Dijon, par exemple, on remarque régulièrement que des gens, pour discréditer leur adversaire, vont notamment traiter leur adversaire d'Armagnac. On va criminaliser un petit peu le terme d'Armagnac et de Bourguignon aussi dans les territoires armagnacs, à l'inverse. Et en fait, on va discréditer son adversaire de cette manière-là, qu'il soit d'ailleurs espion ou non. Effectivement, la circulation
circulation des populations favorise aussi la circulation donc de l'information et du renseignement. On remarque notamment à Dijon, et ça paraît d'ailleurs assez logique, c'est le cas dans d'autres régions, que les espions ou ceux que l'on qualifie et dont on se méfie le plus pour l'espionnage, ce sont les personnes qui viennent de la région d'à côté. En l'occurrence, au nord du duché de Bourgogne, il y a la Champagne, et donc beaucoup d'espions qui sont arrêtés à Dijon sont originaires de Champagne ou ont des contacts champenois dans la ville de Dijon, des marchands troyens par exemple. Et oui, voilà, parce que c'est toujours ce problème, et nous n'arrêtons pas de le dire, tout le monde pourrait être espion, des marchands, des religieux, n'importe qui, un militaire, un vagabond. Mais on peut prendre la question à l'envers. Alors, qui ne peut pas être espion ? Valérie Toureille, un chevalier, peut-il être espion ? En théorie, non. En théorie, non, mais on évoquait tout à l'heure ces hommes d'armes qui se déguisent pour rentrer dans certaines places. Au fond, c'est aussi ce travestissement que l'on retrouve dans l'espionnage. Donc voilà, il y a la théorie, il y a la pratique ou la pragmatique militaire. Voilà, c'est ça. Et puis, justement, au moment de réfléchir à ce qu'est la chevalerie, il est possible de lire un ouvrage, le livre des faits d'armes et de chevalerie de Christine de Pisan. Le capitaine sera curieux d'envoyer subtilement des espions et escouts çà et là pour savoir et enquêter sur le dispositif de ses ennemis. Il devra considérer, sur leur rapport, combien ils disposent de gens, quel type de combattants, comment ils sont armés, lesquels ont les meilleurs chevaux, combien d'archers, combien de fantassins et à quelle nation ils appartiennent, quels secours ils peuvent espérer. Le capitaine doit venir près de ses adversaires pour voir le terrain et quel avantage en tirer. Pierre-Marie Baudouin qui lisait cet extrait de l'ouvrage de Christine de Pisan sur les faits d'armes et la chevalerie, un ouvrage de 1410. Mais dites donc, les chefs de guerre l'avaient-ils lu quand 5 ans plus tard se déroule la bataille d'Azincourt ? Dites-nous, Valérie Toureille, lors de cette grande bataille, défaite française s'il en est, l'espionnage joue un rôle assez important. Ah oui, d'autant qu'avant l'affrontement, on sait que les héros, en tout cas les héros français, ont transité jusqu'aux lignes ennemies pour proposer la bataille, comme c'est l'usage. On ne se lance pas à corps perdu sur son adversaire, on va lui demander s'il accepte de se confronter à son adversaire. Donc il y a des allées et venues de ces héros. Ils sont normalement protégés, ces hommes qui ont une forme d'immunité, mais rien ne dit effectivement que à mots couverts ou par des gestes, ils peuvent, au-delà de leur éthique militaire, informer leur propre camp. Oui, c'est ça. C'est toujours l'idée que au moment du combat, il faut gagner. Et que tous les moyens sont bons pour gagner. Malgré tout, nous le savons, il y a une réflexion sur ce qu'est être chevalier. Il y a des idéaux peut-être à mettre en place. Rudy Bolland, avec l'espionnage, nous sommes très loin des idéaux. Comment la justice considère-t-elle ces espions ? Alors vous nous l'avez dit, il peut leur arriver des choses assez désagréables, d'être décapités, écartelés. Y a-t-il une lecture religieuse ? Parce que dans la justice, il y a cette justice du siècle et puis cette justice religieuse. Où vont les espions ? Qui s'occupe d'eux au moment de les juger ? Alors les espions, ils sont jugés par les juridictions ordinaires, on va dire, dans le sens où il n'y a pas encore vraiment de tribunal militaire pour juger de ces cas. Donc à Dijon par exemple, l'espion il va être jugé par la mairie de Dijon qui dispose de droits de justice assez étendus, notamment des droits de haute justice, et donc qui est compétente en fait pour juger ces cas. S'il est arrêté ailleurs dans le duché, il sera probablement jugé par le tribunal du bailli, de la même manière que lorsqu'il l'est par la justice échevinale. Donc on a un mode d'enquête qui est normé et qui suit une procédure habituelle. Ici on a en l'occurrence affaire à une procédure quand même un peu extraordinaire qui a, comme je le disais, recours rapidement à la torture. Un espion, il n'est pas rare de voir qu'il va être torturé à plusieurs reprises, au point que les juges entre eux vont devoir s'assembler pour délibérer s'il faut encore ou non mettre l'espion à la question. L'espion à la question, pardon. Et si on estime qu'il a encore des informations à donner. Et d'ailleurs, ce genre d'interrogatoire se poursuit parfois jusqu'à l'échafaud, puisque on a un exemple d'espion en 1432 qui est interrogé une dernière fois
juste avant d'être décapité par le procureur de la ville, et qui lui demande s'il n'a pas une dernière confession à faire. C'est le terme qu'on emploie aussi pour l'aveu dans la procédure laïque médiévale, pour décharger son âme en fait, avant d'être exécuté. Oui, parce qu'après c'est trop tard. Un petit peu. Voilà, parce qu'il est décapité. Mais c'est vrai que au moment d'étudier cette justice, quand elle se saisit des espions, vous l'écrivez bien, vous expliquez qu'il y a la volonté de savoir si c'est une tâche de circonstance, si c'est un espion qui a donné une information sans le vouloir, ou si c'est un espion qui est constitué en tant qu'espion et qui est venu pour espionner. À quoi ressemblent ces dossiers? Vous avez travaillé aux archives, alors ce sont les archives départementales de la Côte d'Or. À quoi ressemblent ces dossiers? Ce sont des dossiers conséquents? Alors, ça dépend des affaires. On est tributaire malheureusement des aléas de la conservation, puisque ce sont des dossiers qui ont quand même presque ou 500 ans voire plus. Donc ce sont des cahiers souvent rédigés sur papier au format presque A4 actuel, qui ont parfois été recopiés en plusieurs exemplaires. On a une grosse affaire par exemple dont l'ensemble du contenu tient sur 10 cahiers, mais il faut faire le tri puisqu'on a des doubles de certains interrogatoires ou de parties d'interrogatoires. À l'inverse, on a des affaires qui malheureusement tiennent seulement en une page et demie, donc on n'arrive pas à avoir beaucoup d'informations sur le cas. Mais quand le cas est vraiment très détaillé, on a des informations très importantes sur la mission de l'espion, qui est justement très intéressante puisque l'espion est en fait multitâche. C'est un personnage qui doit être un minimum polyvalent. Oui, c'est parce que c'est ça aussi. Parler des espions est très difficile pour savoir qui il est, pour savoir ce qu'il fait aussi. Parce que l'espion est espion, mais il doit s'insérer dans la société pour être efficace. Ces espions multitâches et peut-être coupables plusieurs fois, vous en avez croisé certains qui méritent notre attention? Oui, tout à fait. Il y a, on pourrait parler de Jean Regnard, qui est originaire de Cézanne en Champagne, de Vincent Gaillet, qui vient de Lyon, ou encore de Nicolas Bouclotte et Collinet de Paris, puisque ces deux derniers, en compagnie du héros d'armes Guyenne, justement, qui est un héros du roi de France, un ancien compagnon de Jeanne d'Arc, eh bien, eux arrivent à Dijon à l'automne 1432 et sont arrêtés, en fait, dans la ville, soi-disant parce que ils étaient venus espionner pour le roi de France dans le but, dans la finalité de prendre Dijon par surprise à l'aide de capitaines et de troupes royales. Eh ouais, parce que on a toujours celui qui commande. On n'est pas espion juste pour soi, pour le plaisir. Il faut pouvoir en tirer quelque chose. Valérie Toureille, là aussi, on peut l'évoquer, mais rapidement, parce que il y a une intemporalité sur la motivation de l'espion. Elle peut être plurielle. Il y a l'argent, j'imagine bien. Il y a un intérêt à en tirer. Pourtant, au moment de la guerre de 100 ans, on peut peut-être évoquer aussi, et ça devient pertinent, l'attachement à celui que l'on sert. Est-ce que c'est quelque chose qui est notable ? Oui, alors il y a beaucoup de questions à soulever. Effectivement, il y a la question de l'argent. On voit bien, c'est le cas à Paris, où pour quelques sous, on paye des laboureurs pour aller regarder, écouter autour de Paris. Il y a des prisonniers que l'on retourne aussi, dont ils espèrent que la rançon sera, levée. Mais cet attachement, effectivement, est réel, surtout à partir de la deuxième partie de la guerre de 100 ans, à partir du XVe siècle. Là, on évoquait le héros Guyenne. On sait justement qu'en 1430, alors on a deux versions de cette histoire, parce qu'en fait, en 1430, c'est Xaintrailles, c'est le bâtard d'Orléans qui enverrait justement ses escouts, ses espies, pour voir si il y a une menace de siège sur la place qu'ils tiennent alors, c'est Château-Thierry. Ces hommes-là se battent pour le roi de France, indubitablement, contre l'adversaire qui, pour le moment, est encore bourguignon. Donc oui, cet attachement joue. Il joue aussi d'une autre manière. Moi, j'ai pu l'observer en Normandie, qui est un territoire occupé, où là, ceux qu'on nomme des brigands, enfin ceux que l'administration anglaise nomme brigands, sont en fait des résistants. Et parmi ceux qui vont harceler les convois anglais, il y a des femmes qui vont faire circuler des messages, qui vont faire circuler des informations. Et quelques-unes se sont faites prendre.
Oui, parce que nous l'avons souligné, tout le monde peut être espion, homme ou femme, et vous venez de le rappeler, les femmes. C'est vrai que les femmes circulent, sont peut-être moins suspectes au regard des hommes, à tort, et elles font passer des messages. Justement, Valérie Toureille, les connaît-on, ces femmes espions? Y a-t-il un profil différent que celui des hommes pour l'espionnage? Celles que j'ai rencontrées sont des femmes du peuple, tout simplement. On connaît l'exemple d'Agnès la reine qui est envoyée par les Anglais, qui est capturée par les Français et j'évoquais des femmes qui sont des Normandes et qui sont entrées en résistance vivant dans le maquis ou aidant les résistants vivant dans le maquis. On n'a pas d'informations sur ces femmes, si ce n'est que ce sont des femmes ordinaires. Oui. On parlait des exécutions. Certaines sont simplement battues et renvoyées chez elles. D'autres sont condamnées à mort quand même. Ouais, c'est-à-dire que nous avons cette pluralité de possibles avec des espions, avec des espionnes. Et puis, au moment de parler de la guerre de 100 ans, bien sûr, le contexte qui nous vient à l'esprit est celui de guerre. Mais quand il est question d'espionnage, parfois tout cela se passe dans les châteaux, dans les palais. Madame ma tante, tout est perdu. Avez-vous perdu, Robert? Un autre procès? Oh, je ne ris pas, ma tante. Le moment est malvenu. Nous sommes dans la main du roi. Loup sauvage, grand loup cruel et faux. Qu'est-ce que tu manigances encore? Thierry! Ce que je viens vous annoncer, ma tante, est destiné à vous seul. Il touche à notre honneur. Tu peux tout dire devant mon chancelier, il partage mes secrets. Ah. Certains ne vont-ils pas jusqu'à dire qu'il partage aussi mon lit? Mon neveu a, paraît-il, un grave malheur à nous apprendre. Dieu m'est témoin que je vous ai souhaité tout le mal possible. Mais pas cela. Pas cela qui touche à l'honneur. Diable, pour la première fois, tu m'inquiètes. Il faut que tu sois bien sûr de ton coup pour faire ainsi durer le plaisir. Eh bien, parle. Tu meurs d'envie que je te le demande. Dans Les Rois maudits, Robert d'Artois et Jean Piat et Hélène Duc et sa tante Mao, la bourguignonne, justement. Ici, nous sommes dans les coulisses. Alors, nous sommes un peu avant la guerre de 100 ans. Hein. C'est le moment où, justement, il y a toutes ces tensions diplomatiques. Valérie Toureille, les espions à la cour existent. L'espion ne doit pas se comprendre uniquement dans le contexte guerrier. C'est une pratique essentielle du pouvoir, pour le dire simplement. Tout à fait. Et là encore, on peut s'appuyer sur Philippe de Mézières et puis plus tard Comines. Hein. Il y a une connaissance aiguë de cette présence des espions. On vit avec. Ils sont dans les cours. Donc il y a espionnage et contre-espionnage permanent. Et c'est vrai que dans l'extrait qu'on écoutait tout à l'heure, lorsque les espions reviennent à la cour, ils doivent faire leur relation, c'est-à-dire qu'ils doivent rapporter ce qu'ils ont vu de manière la plus secrète possible, car on ne sait pas qui, même des serviteurs, peuvent les écouter. Oui, parce que tout le monde est espion. On ne se méfie jamais assez des serviteurs, des valets. Rudy Bolland, justement, au moment d'étudier ce monde très particulier qu'est le duché de Bourgogne, cet immense duché de Bourgogne qui remonte jusqu'à la mer du Nord, là aussi, nous avons une cour fastueuse. Cette cour est peuplée d'espions. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs, je voulais ajouter aussi que on s'espionne aussi, y compris entre alliés. Puisque on sait que Philippe le Bon, par exemple, a des agents de renseignement en Angleterre pour espionner son propre allié anglais durant la période de l'alliance anglo-bourguignonne. Effectivement, la cour est peuplée d'espions. On en parlait tout à l'heure, hein, ce que les historiens qualifient parfois d'espions publics, qui est l'ambassadeur. Effectivement, l'ambassadeur, lui, voit, entend, il y a cette capacité sensorielle qui est liée à l'espionnage, qu'il s'agisse de l'ambassadeur ou de l'espion ordinaire d'ailleurs, puisque l'espion, c'est celui qui voit et c'est celui qui entend surtout. Il doit mobiliser ces deux sens essentiels pour accomplir sa mission et récolter les informations qui seront ensuite exploitées et qui deviendront donc renseignements pour son maître. Et puis il y a une chose aussi qu'il faut préciser concernant l'espion. On parlait tout à l'heure de la question des trahisons, des loyautés et autres. Il y a cette notion de serment. L'espion, il est toujours lié par serment.
vis-à-vis de son supérieur et vis-à-vis aussi parfois des autres agents normalement avec lesquels il doit agir. Dans le cadre d'un procès à Dijon, on apprend que Collinet de Paris, Nicolas Bouclotte et le héros Guyenne en fait avaient fait serment entre eux de ne pas parler sauf s'ils étaient torturés. Oui, voilà. Mais de toute façon, il y a quelque chose d'intemporel dans ces histoires d'espions. C'est la capacité humaine à tourner sa veste, à s'adapter. Et le serment, nous l'entendons bien, tel qu'il est construit intellectuellement, peut être mis de côté dès qu'il est question d'argent, dès qu'il est question d'obtenir des bénéfices. Mais Valérie Toureille, justement, l'histoire des espions est difficile. Mais alors, qu'en est-il de l'histoire des agents doubles, des espions qui se retournent et du contre-espionnage? Y a-t-il une réflexion du pouvoir pour contrer ces espions? Ah oui, de la même manière qu'on surveille les espions, on imagine bien, ce que je disais tout à l'heure, dans le choix des espions, il faut veiller à ce que celui que vous recrutez de préférence n'appartiennent pas au camp ennemi, parce que ce sont quand même les agents les moins fiables, qu'ils ne soient pas ni trop riches ni trop pauvres pour qu'ils puissent être corrompus. Donc bien sûr, ils en ont une conscience aiguë. Et puis, dans le cas que vous connaissez si bien, celui de Jeanne d'Arc, Valérie Toureille, nous avons ici énormément de coulisses de diplomatie. L'affichage de la pucelle qui conduit les trousses est quelque chose de magnifique et qui prend les villes. Mais derrière cela, et nous le savons très bien, tout est manigance, discussion. Vous avez croisé beaucoup d'espions autour de Jeanne d'Arc ? Objectivement, non. Mais là encore, il faudrait s'entendre sur les termes. L'information circule, les opérations sont préparées, mais je n'ai pas trouvé à proprement dit d'espies dans son entourage. Il n'y a pas plus d'espies que ça, et pourtant, l'espionnage devient un élément essentiel du pouvoir. Attention, voici Louis XI, un roi rusé. Mais quoi ? Vous croyez que la menace d'un attentat va me faire reculer ? Je ferai ce que bon vous semble, sire. Louis d'Orléans est comme ces bêtes que l'odeur du sang attire et excite. Il attend de danser sur mon cadavre. Il manipule mes ministres, promet toutes sortes de bienfaits à ceux qui le suivront. Sottise, vanité. Il ne réussira pas parce qu'il s'y prend mal. Ses prétentions sont plus réfléchies qu'il n'y paraît. Orléans sait que le temps joue en sa faveur. Au contraire. Ce complot prouve que c'est un impatient. La conduite de l'État demande infiniment plus de finesse. J'en ai soumis de plus habiles, qui se croyaient tout permis parce que tout puissant sur leur terre. J'ai amené à la couronne la Bourgogne, l'Artois, le Roussillon, l'Anjou et d'autres. Par la patience, la ruse, la force. Louis XI, le pouvoir fracassé, un téléfilm d'Henri Hellman en 2011. Et justement, le Louis d'Orléans dont il est question n'est pas ce Louis d'Orléans assassiné en 1407. Non, c'est le futur Louis XII. Valérie Toureille, avec ce roi Louis XI rusé, nous avons l'association du pouvoir et de la ruse, pourquoi pas, de l'espionnage. Peut-on dire que l'espionnage est constitutif de la constitution d'un État ? Pourquoi pas, c'est un instrument de gouvernement, ou alors c'est l'information qui est un instrument de gouvernement et un instrument de pouvoir en même temps. La figure de Louis XI, elle est fascinante, comme celle de Comines d'ailleurs, que ce sont deux hommes qui ont changé de camp, donc ils savent de quoi ils parlent. Chez Louis XI, ça culmine jusqu'à la paranoïa, hein, donc on le sait bien. Mais oui, c'est toujours cette même question, effectivement, mais rien de bien nouveau sous le soleil. Cette angoisse du roi, du gouvernant, de contrôler toute l'information, de tout contrôler au fond. Oui, tout contrôler. Et dès lors, se met en place. Alors, est-ce que la notion d'État-nation n'est pas trop anachronique? A priori, nous nous trouvons à un moment où les royaumes se constituent, que les identités sont en place, ou en tout cas, elles sont utilisées pour s'opposer à d'autres. Après, est-ce que l'attachement des gens est une évidence? Ça, c'est complètement autre chose. Mais dans cette histoire-là, nous avons une réflexion autour de l'espionnage. Est-ce que vous admettez, est-ce que vous considérez que les espions, tels qu'ils sont envoyés par le roi, participent de la mise en place d'une idée de
nation, avec toujours cette crainte d'un anachronisme? Alors, je crois qu'il y a deux choses différentes. Il y a bien la constitution ou la construction d'une identité de part et d'autre de la Manche dans l'affrontement avec les Anglais. On le retrouve aussi dans la guerre civile. Il y a les bons Français et il y a les Français reniés. Il y a cette opposition effectivement entre deux royaumes, mais entre deux peuples. De l'autre, il y a un roi, on va plutôt s'attacher au roi de France, même si le développement de l'administration est aussi tangible en Angleterre. Il y a aussi l'effort du roi à consolider ses positions, à renforcer, à développer ses institutions. Donc l'État et la nation ne sont pas fongibles, si je puis dire. Et la constitution de la nation, elle émerge de manière spontanée et elle ne vient pas de l'État, contrairement à ce qu'on entend souvent. On voit bien dans ces mouvements de résistance, dans ces mouvements d'opposition et même de combat, qu'il y a bien une idée qui est celle de la légitimité d'un roi sur son trône et, à l'inverse, ou à contrario, l'illégitimité d'un peuple à occuper ce territoire. Oui, c'est ça. C'est cette idée qui traverse en fait les siècles et qui est prégnant dans la guerre de 100 ans. En tout cas, les conséquences de cette guerre, cette histoire de l'espionnage n'est pas une histoire médiévale. Nous le savons bien, elle est beaucoup plus large. Mais que pendant la guerre de 100 ans, il se passe quelque chose d'assez particulier. Et justement, ces espions sont en marge des études universitaires pendant longtemps. Alors, parce qu'ils sont difficiles à saisir. Aujourd'hui, il y a un renouveau. Vous, par exemple, Rudy Bolland, en étudiant la criminalité, la justice échevinale à Dijon au XVe siècle, vous faites un chapitre sur les espions. Mais parce que ça s'inscrit aussi dans un mouvement historiographique. Oui, effectivement, c'est un mouvement historiographique qui est assez récent, qui d'ailleurs généralement porte sur les périodes même un peu plus tardives encore que la guerre civile entre Armagnac et Bourguignon, puisqu'on a beaucoup de publications sur les guerres entre France et Bourgogne sous Charles le Téméraire et Louis XI, et puis dans le dernier quart du XVe siècle également. Ce qui était intéressant à étudier dans le cadre de la justice échevinale, c'est qu'on avait des procès vraiment bien détaillés. Donc ça permettait vraiment d'approcher au mieux la mission de l'espion, avec évidemment toujours le recul qu'il est nécessaire sur les déclarations des uns et des autres. Mais c'était vraiment cette exploitation de sources particulières qui était vraiment intéressant également. Et puis le sujet est passionnant et en tout cas sa portée nous interpelle. Criminalité, justice échevinale à Dijon au XVe siècle, c'est votre ouvrage Rudy Bolland et vous êtes d'ailleurs chercheur associé à l'université de Bourgogne-Franche-Comté. Et Valérie Toureille, on peut lire votre Jeanne d'Arc chez Perrin. Était-elle entourée d'espions? A priori non, mais c'est sûr qu'il y en avait. Merci vivement à vous deux. Voici Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment, une réponse éclairante à une question simple. Quelle était la couleur du cheval blanc d'Henri IV? À l'automne 2021, une grave question a soudain surgi dans l'actualité. Le bleu du drapeau tricolore avait changé depuis 1 an et personne ne s'en était aperçu. Les commentateurs éclairés qui, depuis des années, scrutaient le mouvement des lèvres des joueurs de football à la télévision, pour regretter qu'ils ne chantent plus l'hymne national avec autant de ferveur que leurs prédécesseurs, n'avaient pas remarqué le changement de couleur de cet autre symbole national qu'est le drapeau. Pourtant, avec la multiplication des commémorations officielles en tout genre, les occasions de l'observer, ce drapeau tricolore, n'ont pas manqué ces derniers temps. Nouvelle preuve, diront certains, que le sentiment d'appartenance à la nation française est vraiment en péril. Cet épisode de notre actualité politique m'a rappelé une petite blague que les adultes aimaient faire aux plus jeunes quand j'étais enfant. Il fallait répondre à la question « Quelle était la couleur du cheval blanc d'Henri IV ?» Si l'on répondait blanc, l'adulte en question était satisfait car c'était la preuve qu'on avait été attentif. Pourtant, bien plus tard, un ami qui s'occupait d'un centre équestre m'a appris qu'en réalité, le cheval d'Henri IV n'était certainement pas blanc, car la couleur blanche n'existe quasiment pas dans la race chevaline. Même si la robe d'un cheval est couleur de neige immaculée, il faut dire qu'elle est grise. Le cheval blanc d'Henri IV était donc gris. Les sceptiques ont rétorqué qu'il suffit d'observer attentivement les tableaux de l'époque pour constater que le roi Henri IV chevauchait bel et bien un magnifique destrier tout blanc. Pour dissiper cette énigme,
il faut se tourner vers la symbolique des couleurs. C'est ce qu'a fait l'historienne Denise Turel dans son ouvrage sur le blanc de France. Pendant la guerre de 100 ans, la croix blanche de Saint-Michel était devenue le symbole des troupes royales qui combattaient les troupes anglaises arborant une croix rouge. Mais la symbolique du blanc a changé de signification à la fin du XVIe siècle, lors des guerres de religion. Les troupes de la Ligue catholique adoptèrent la cravate verte comme l'étendard de leur parti, alors que les protestants optèrent pour l'écharpe blanche. L'un de leurs chefs, Henri de Bourbon, roi de Navarre, deviendra le roi de France Henri IV en 1594, après s'être converti à la religion catholique. Lorsqu'il s'écriait « Ralliez-vous à mon panache blanc », le nouveau roi s'adressait donc à ses amis huguenots pour les inviter à se rallier à sa cause de monarque converti. Grâce au geste symbolique d'Henri IV, le blanc, concrétisé dans cette fameuse écharpe, devint finalement l'emblème du rassemblement des partis rivaux au sein du même État. À partir de ce moment-là, le blanc symbolisa une monarchie ayant réussi à imposer la paix entre les sujets des deux confessions rivales, la marque du nous français par opposition au rouge des ennemis espagnols. C'est sans doute pour rappeler aux yeux de tous le rôle que le roi Henri IV avait joué dans l'adoption de cette nouvelle symbolique que son cheval gris fut peint en blanc sur les tableaux officiels de l'époque. Merci pour cette chronique haute en couleurs, Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Laurence Millet avec aujourd'hui à la technique Jean-Guilain Mège, une émission préparée par Marion Dupointe, Toscane Viudès, Jeanne Delecroix, Anna Grimbach, Sophie-Catherine Gallet. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France où vous retrouvez aussi le pourquoi du comment de Gérard Noiriel. France Culture. L'esprit d'ouverture.